Alors, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Pierre-Yves Rougeron, qui est donc fondateur du Cercle Aristote et l'auteur du livre Enquête sur la loi du 3 janvier 1973, édité donc au Jardin des Livres dans la rubrique Économie. Alors, tout d'abord, Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, pourquoi avoir écrit un livre à propos de la loi du 3 janvier 1973 ? Je travaille au sein de Perspectives Libres, la revue que nous dirigeons avec certains de mes camarades, sur la crise financière depuis 2008-2009. C'est également une part de mon activité professionnelle, au-delà de l'activité militante ou universitaire. Donc, se pose la question, depuis 2008, on a le droit maintenant de se poser des questions sur le protectionnisme, la création monétaire, des débats qui étaient très mal vus avant. Et entre autres sur le rôle des banques centrales. Or, au sein de mon association, j'ai reçu quelqu'un qui est devenu un ami, Pierre Jovanovic, que vous avez interviewé, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de le présenter. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez tirer cette affaire au clair du 3 janvier 73 ? Parce que... Voilà, il y a des débats qui ont enflammé Internet depuis à peu près 2-3 ans. Il me l'a demandé il y a un an. Ça a démarré avec André Jacolbec et Étienne Chouard. Ça a commencé avec Chômage et Monnaie. Et Chouard et Holbeck arrivent après. C'est important, on va y revenir pour le pourquoi du comment. Or, le tout, c'est que il me demande de tirer ça au clair et bon, au fil de l'enquête, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qui a pu être dit sur Internet d'une part ou de l'autre, qu'il fallait relativiser certaines choses, mais que le sujet, c'était... Enfin, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est comme ça que ceux qui me font l'honneur de leur amitié et de leur soutien l'ont interprété aussi et m'ont aidé à le faire, sur l'indépendance des banques centrales. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que la loi de 73 en elle-même, enfin ce qui a été avancé, notamment, ça a été de dire que la loi de 73 interdisait à l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Alors dans votre livre, en fait, on se rend compte, notamment par l'article 19 de cette loi, que en fait ce postulat est faux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le système des avances à la Banque de France ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en régime républicain, il y a toujours eu des conventions. C'est ça qu'exprime l'article 19. Qu'est-ce qu'une convention, si vous voulez, c'est un accord qui est passé entre le directeur du Trésor, représentant de l'État, et le gouverneur de la Banque de France. C'est un acte qui est juridique et purement, pendant une large part de l'histoire de la Banque de France, qui est purement formel, qui est là parce qu'il a une fonction symbolique qui est claire, l'acte de convention est là pour rassurer principalement la classe bourgeoise française, que l'État ne spolie pas, que l'État ne donne pas des ordres, que l'État ne fait pas de planche à billets. Or, le gouverneur de la Banque de France, pendant une large part de l'histoire de la Banque de France, pendant l'époque impériale à sa naissance, et surtout pendant la période 46 à 70-73, c'est-à-dire pendant toute la reconstruction, la 4e République et l'ère gaulienne, le gouverneur de la Banque de France est quelqu'un de très obéissant. Donc, on fait un acte formel auquel il obéit. C'est-à-dire que pendant cette période, le niveau des conventions était beaucoup plus élevé qu'il n'a été mis en place en 73 ? Le niveau moyen des conventions a parfois pu être plus élevé, parfois moins, mais surtout, les conventions étaient passées quand le Trésor en avait besoin. Il n'y avait pas de caractère limitatif, si vous voulez. Or, ce qui va arriver dans les conventions qui seront prises après 73, qu'elles seront limitées à 20 milliards de francs de l'époque. Et surtout que cet argent-là qui est de l'argent, c'est de la monnaie de base, c'est de la monnaie banque centrale, c'est de la monnaie gratuite, si vous voulez. C'est-à-dire c'est la monnaie mise sans intérêt. Premièrement, elles seront grevées sur certains fonds, et je pense au fonds d'indemnisation des dévaluations.
et ensuite elles feront l'objet d'un bras de fer, particulièrement à l'arrivée du pouvoir socialiste, entre le Trésor et la Banque de France. Ouais. Preuve est qu'elles avaient quand même posé un peu problème. Parce qu'il y a un homme, qui est Renaud de la Genière, gouverneur de la Banque de France, qui va affronter très lourdement Haberer, représentant du Trésor, qui lui veut relever les plafonds parce que le programme socialiste de nationalisation et autres demandait, disons, ils auraient préféré avoir la Banque de France pour le faire parce que sinon il faut le faire à crédit. Et surtout, à partir de l'échec des dévaluations, il faut, pour le changement de politique, il faut des investissements. Renaud de la Genière, parce que lui est partisan du projet européen, bon, ça, les thèses universitaires qui lui ont été consacrées font aussi de lui quelqu'un de très conservateur. J'aime pas prêter un esprit très conservateur nécessairement à la Banque de France, mais bon, certains auteurs le font, ils ont peut-être raison d'ailleurs de le faire. Moi, je souligne plus l'aspect européen, et de la Genière va s'opposer et faire plier Haberer, le Trésor et le pouvoir socialiste. C'est entre autres pour ça qu'il y a la tentative de loi Djibrine, c'est-à-dire de revenir sur les avances, preuve est quand même qu'il y avait eu un petit problème sur la limitation des avances. Au sujet de l'article 25, je crois. Non, tout ça c'est les conventions limitatives. L'article 25 c'est autre chose. L'article 25 c'est le Trésor ne peut pas présenter ses propres effets, qui est une phrase codée, parce que c'est une phrase qui a déjà existé dans la loi de 34 sur le statut de la Banque de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Trésor ne peut pas demander, le Trésor ne peut pas demander une émission directe de monnaie de la Banque de France en échange de bons du Trésor. C'est-à-dire ça, ne pas présenter ses propres effets. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas racheter ce même bon du Trésor une fois qu'il a déjà été vendu à un particulier ou à une banque. Ce qu'on appelle la monétisation indirecte ou marché secondaire. C'est pour ça que quand cet article-là, qui est la copie de la loi de 34, est rajouté dans la loi de 73 à la demande d'un sénateur centriste, Coudet des Forestaux, Haberer, qui est à l'époque déjà fonctionnaire du Trésor, l'écrit d'ailleurs dans son manuel de finances publiques un peu plus tard, il dit c'est enfantin. C'est un raisonnement enfantin. Parce que ce que l'État ne peut pas faire directement, il le fera sur le marché secondaire. C'est pour ça d'ailleurs, et je l'ai interviewé, le directeur du Trésor, Claude-Pierre Brossolette, fils du grand Pierre Brossolette, le résistant, dira c'est un parlementaire qui a voulu faire du zèle, et en réalité, on l'a peut-être encadré, mais on n'est pas allé assez loin lors de cette loi, parce que il fallait rendre totalement indépendante la Banque de France. Si vous avez lu l'ouvrage, vous avez vu que j'ai interviewé Claude-Pierre Brossolette, et si vous voulez, l'article 25, il faut bien en comprendre l'utilité. L'article 25, pourquoi Coudet des Forestaux le remet? Premièrement parce qu'il croit qu'en 34 ça a marché, alors qu'en 34 ça n'a pas marché. En 34, parce que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on réfléchit sur la monétisation directe. Pourquoi? Parce qu'en 1915, on emprunte sur les marchés américains pour payer les armes. Et comme on voit qu'à partir de 1933, il y a quand même un moustachu particulièrement énervé en Allemagne et qu'on craint le conflit, on commence à réfléchir. On n'a pas envie de terminer sur les marchés américains comme en 1915. On n'a pas non plus envie, parce qu'on pense que s'il y a conflit, on n'en aura pas le temps de faire appel à la population, comme ça a été le cas à la fin du 19e siècle vis-à-vis de l'occupation de la Prusse. Et de faire appel à un emprunt populaire. Donc on se réinterroge sur la monétisation directe. Bon. Le problème, c'est que en 1934, la Banque de France, l'inscription de ne peut pas présenter ses propres effets est là uniquement pour rassurer la haute administration française. Non, l'État ne fait pas de planche à billets. Or, on commence à en faire. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est le service historique de la Banque de France. Et de l'autre côté, Coudet des Forestaux, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est un sénateur centriste de province. C'est un homme âgé, qui a peur des rouges, parce qu'il y a des gens qui croient à l'époque que François Mitterrand est socialiste. Bon. Et qui
Rappelez-vous, Raymond Aron en 84 écrit dans l'Europe décadente, les chars russes sont apparus dans 6 mois. Raymond Aron. Bon, il y a des gens qui ont une vision, Mitterrand va arriver, les soviets vont arriver, les kolkhozes, bon, très bien. Et donc, ce parlementaire-là se dit quoi? Les accords de désistement mutuel entre Parti communiste et Parti socialiste ont eu lieu aux élections précédentes. Le programme commun de la gauche est prêt. On pense qu'il y a un risque. Donc, lui, il dit, bon, bah, ils n'auront jamais la Banque de France, voilà, j'ai fait mon truc, vous allez voir. Bon, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire, mais ça, c'est pas grave. C'est de la pensée magique, ça. Mais ça, bon, vous avez encore des exemples récents, ça sert à rien d'en parler, de parlementaires qui croient sincèrement que parce qu'ils ont écrit un truc dans une loi, ça va avoir un quelconque effet. Mhm. Voilà. Donc, concrètement, donc si je comprends bien, ce texte, bien qu'il soit, qu'il encourage l'adjudication sur les marchés privés, pouvait encore, enfin, en admettant qu'on n'ait pas eu à la tête du pays des gens qui allaient contre les intérêts du peuple, on aurait quand même pu augmenter le plafond de ces Si conventions. on avait pu les réviser, oui, bien sûr. Et alors, ces conventions n'auraient pas pu être révisées selon Il aurait fallu en passer de nouvelles et il aurait fallu surtout faire retirer le caractère limitatif. Mais ça, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait, pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi je me sers de la loi du 3 janvier 73 comme une porte d'entrée sur une part, à mon sens, négligée de la révolution libérale qui a été, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait de la dette publique au passage de la France dans l'ère néolibérale? Bon, parce que la France des années 60 est un système cohérent. Circuit du Trésor, Banque de France, État fort. Les fameux bons planchers. Les fameux bons planchers, c'est-à-dire là on utilisait l'adjudication privée. Donc voilà, donc les bons planchers, c'est l'État qui fixe lui-même les taux d'intérêt et là, les banques vis-à-vis des banques, souscrire au prorata des dépôts qu'elles ont sur leur compte, souscrire des bons à l'État. Et ces bons sont supprimés, progressivement supprimés. Donc en 63, on autorise les bons définis par le marché, dont le taux est défini par le marché, et en 67, on les supprime définitivement. Alors, tout à fait. Alors, il faut revenir sur un point là-dessus. C'est que il faut bien comprendre que la haute fonction publique de l'époque, fondamentalement, est celle qui a succédé à ceux qui ont créé le circuit du Trésor. C'est-à-dire a succédé à ceux qui sortent de la résistance. Les hommes qui arrivent là sont des hommes jeunes, et qui ont été formés sous la 4ème République, ou ont été formés pour certains à la toute fin de la guerre. Ce sont des hommes qui, premièrement, pensent à l'Amérique, parce que l'Amérique c'est la modernité. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on a une belle coupe des cheveux, on dit une coupe de cheveux à l'américaine, pour les enfants. Bon. Et la haute fonction publique regarde sur l'open market, sur ce qu'on appelle l'appel au marché, comme quelque chose de moderne, loin des raideurs de l'État gaulien. Or, devant ces demandes de la société civile, le général de Gaulle est plus que réticent. Michel Debré va utiliser une méthode. Parce que pendant ces années-là, on qualifie beaucoup de Gaulle d'isolé, il ne comprend pas la modernité, etc. Bon, peut-être, à mon avis, comme le disait très bien Rondeau, qui était l'un des héros de 68, en 68, c'est pas de Gaulle qui a raté les jeunes, c'est les jeunes qui ont raté de Gaulle. C'est totalement différent. Mais Michel Debré, lui, ne passe pas à l'open market total, comme d'ailleurs Haberer lui suggère en 65. Non, il va faire une ouverture. Mais une ouverture à la Michel Debré. C'est-à-dire, ça se fera aux conditions de l'État. Vous avez besoin d'un petit peu de financement, ça peut se comprendre. Mais ça se fera aux conditions de l'État. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, les banques sont des banques publiques, pour la plupart. Les banques importantes. Les autres sont des banques d'affaires, et les petites banques d'affaires. Les petites banques d'affaires ne souscrivent pas de la dette publique. La France a besoin d'avoir un circuit bancaire fort. On va accepter d'utiliser plus l'appel au marché, on va d'avoir des taux un tout petit peu plus négociés, mais ça reste dans le giron étatique. Et puis je vous rappelle que c'est Michel Debré qui crée des choses comme la COB, l'autorité des marchés financiers, la commission des opérations de bourse, pardon, et qui est les organismes de contrôle. C'est-à-dire, on libéralise un tout petit peu, mais attention, il y a le bâton derrière.
Vous comprenez le système? Mais du coup, dans quelle proportion ces bons planchers étaient utilisés? Et comment on peut expliquer que le général de Gaulle ait laissé l'abandon de ces bons se mettre en place? Parce que, si vous voulez, il faut bien voir que il y a déjà une résistance de la haute fonction publique, premièrement. Et aussi, il y a des demandes si vous voulez, de plus en plus fréquentes du secteur privé, d'avoir un tout petit peu plus de liberté. Il faut comprendre que dans les années 60, quelqu'un qui est un libéral, c'est quelqu'un qui veut un État un tout petit peu moins fort. C'est pas le libéral tel que vous l'entendez. Parce que vous le subissez, on est de la même génération. Bon, nous quand on entend un libéral, on entend Madelin, on entend l'ami, on entend tout ça. Là, on est face à des gens qui sont face à un État extrêmement fort. Il faut que vous voyez que les marges des grandes entreprises sont négociées avec le ministre au Grenelle de printemps. Vous comprenez ça. Moi, à titre personnel, j'ai rien contre, mais je peux comprendre que des entrepreneurs de l'époque aient voulu être un tout petit peu plus respectés par le pouvoir. Ça, je peux le comprendre. Le tout étant, c'est qu'il fallait, à cette demande d'ouverture, on est dans les années 60. Ça va être l'ère de la souveraineté de l'individu qui s'ouvre. L'État gaulien colbertiste, c'est pas pour rien, d'un côté, qu'on a pu utiliser une jeunesse un tout petit peu trop gâtée en 68 contre lui. C'est que c'est des gens qui avaient un rêve de liberté, auquel on mettait d'ailleurs des images de liberté importées d'outre-Atlantique dans la tête, et le patronat est comme ça, également. Je vous rappelle que c'est les écrits pro-américains et même néolibéraux pour certains, d'entre autres de gens comme Ambroise Roux, datent de cette époque. Vous voulez, les gens, enfin, ce qu'on appelle la société civile, pour la rigueur que ce concept a ou pas, demande des respirations à l'État gaulien. Et la haute fonction publique, elle, demande à se retirer de la gestion active de la France, parce qu'elle estime que la France est reconstruite, que la France est puissante, et elle estime, et c'est là, d'ailleurs, vous le voyez dans l'ouvrage, je l'écris à plusieurs reprises, ils estiment que c'est grâce à eux. Alors que c'est grâce à la génération de hauts fonctionnaires qui les a précédés, et qui sortent de la résistance, et c'est grâce aux hommes qui entourent le général. C'est pas grâce à Claude-Pierre Brossolette. Voilà, c'est grâce plus à Pierre Brossolette. Voilà, c'est la génération d'avant. Mais cette haute fonction publique-là pense qu'elle a reconstruit la France, que maintenant le système financier fermé, qui est celui du circuit du Trésor, est un système lourd, archaïque. Qui était un système anti-dette, qui était vertueux et qui empêchait toute forme de déficit. Et ça, si vous voulez, je ne le cite pas si, je le cite d'ailleurs dans l'ouvrage. Je pense qu'il ne faut pas... Parce que là, on est dans des matières de sciences humaines, donc on a tous un point de vue. Je pense qu'il faut citer quelqu'un qu'on ne va pas suspecter de sympathie gaulliste. Jean-Pierre Levade, qui est l'un des hommes qui a privatisé en 83, qui est l'un des hommes qui demande un plan d'austérité aujourd'hui, qui est la branche la plus libérale de ce que la gauche peut faire, qui s'est illustré dans les affaires du Crédit Lyonnais, les affaires Tapie également. Il avait écrit dans son ouvrage Le capitalisme total, je crois, que ce système-là avait bien des défauts, mais qu'il nous préservait d'une crise systémique telle que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est intéressant de le noter, de la part d'un des hommes qui l'a détruit. Voilà, je pense que c'est quelqu'un d'assez objectif. Pour moi, c'est une parole autorisée. D'accord. Alors, cette lente privatisation de la dette publique s'inscrit dans un phénomène international qui est celui de l'indépendance des banques centrales. Est-ce qu'on pourrait peut-être dater le départ de ce phénomène avec 1913 la création de la Fed. Avec la création de la Fed. Et ensuite, comme vous en parlez dans votre livre, vous parlez d'américanisation du système financier. Alors quels sont les enjeux de ce qu'on appelle indépendance de la Banque centrale? Indépendant de quoi l'indépendance l'indépendance des banques centrales, c'est une théorie économique. Il faut bien comprendre que la Fed est née privée. Enfin, la Fed. La réserve fédérale américaine, qui est ni une réserve ni fédérale ni américaine, qui est née en 1913, et dont il faut savoir que la Fed est divisée dans des Fed régionales, qui elles-mêmes sont divisées dans des actionnaires privés, qui sont des banques privées. Bien. Donc, elle a été arrachée au pouvoir. Si vous voulez,
La Banque d'Angleterre a été arrachée au pouvoir du souverain par les lords et les grands propriétaires. La banque américaine naît alors que l'État américain n'est pas pleinement constitué. L'État américain se structurera dans les années 20. Et d'un côté, se structurera à partir de grands clans qui ont, si vous voulez, qui ont occupé des prérogatives de puissance publique. Les chemins de fer, la défense et les banques. C'est le cas de grandes familles, c'est le cas de Morgan, par exemple, de la JP Morgan. Bon. Et l'État américain va se structurer dans les années 20. Là, il y a une très bonne thèse universitaire qui va sortir d'ailleurs dans pas longtemps là-dessus. Je la signalerai quand elle sortira, mais qui est vraiment très bien. Et la Fed participe à la structuration de l'État américain qui n'est pas encore, si vous voulez, faut que vous ayez ça dans la tête, parce que Wounded Knee, le massacre qui clôt la conquête de la frontière américaine, c'est 1890. C'est récent, hein. 20 ans plus tôt, quand même. Voilà, c'est récent. Or, alors que l'indépendance de la banque des banques centrales va être pensée quand le libéralisme va muter intellectuellement, dans les années 30. C'est le cas de Colloque Lippmann, ce qui est le plus connu, qui voit se rencontrer des théoriciens de l'ordo-libéralisme allemand, d'une part très bâtarde du néolibéralisme français, parce qu'il y a Rueff et il y a Allais. Allais est présent au premier Colloque Lippmann. Il s'en écartera après. Donc, Maurice Allais, qui est le seul prix Nobel d'économie français, et qui a été complètement occulté durant toute sa carrière. Quoi. Alors, pas pendant toute sa carrière. Enfin, il a été adulé jusqu'à ce qu'un jour il pose deux questions, le protectionnisme et la création monétaire. À partir de ce moment-là, on lui fait clairement comprendre que, enfin, c'est quasiment j'ai le sida qui en veut. Polytechnique, alors que il était major de Polytechnique et qu'il est prix Nobel tout de même. Le Polytechnique avait orienté les journalistes en disant, vous savez, allez, il est gâteux, il est certainement fou. Un grand corps se doit quand même, déjà il y a l'esprit de corps en théorie, ben là l'esprit de corps, on s'assoit dessus, et deuxièmement, c'est le corps qui a trahi quelqu'un comme Allais. Allais est au premier colloque Lippmann, il s'en éloignera parce qu'il trouve que Hayek est un idéologue. Et il y a les Hayekiens, et il y a Friedman, qui est déjà là, jeune chercheur, brillantissime, très bon matheux. C'est la devise d'ailleurs de Friedman, ne pensez pas calculer, la devise des Friedmaniens. Ça va d'ailleurs leur réussir, vu que c'est eux qui feront la pensée mainstream. Ça va leur réussir. Bon. Et l'indépendance des banques centrales est discutée par les théoriciens libéraux qui sentent que la pensée néoclassique est en train de s'affaisser. Le keynésianisme n'est pas encore là, hein, mais qui sentent que il y a le marxisme, il y a toujours ce qu'on appelle les théories institutionnalistes des héritiers de Veblen, des gens comme ça. Le libéralisme est menacé. Donc il faut aller plus loin, plus haut, plus fort. Et à ce jeu-là, deux écoles sont très préoccupées par les banques centrales. Les Hayekiens, qui demandent qu'il n'y en ait pas du tout. D'ailleurs, c'est par pression de certains, pas Hayekiens, mais de leurs prédécesseurs de l'école autrichienne, qui avaient eu une influence aux États-Unis, que la Fed a été reculée dans le temps. Or, elle aurait dû naître plus tôt. Les Allemands, l'ordo-libéralisme allemand, Ronke, pardonnez-moi, j'ai un accent allemand qui ne doit pas être frais, mais sont, eux, des théoriciens de l'indépendance des banques centrales. Ce qui n'est pas le cas de Friedman. Les Friedmaniens, pour eux, du moment que l'inflation est maîtrisée, que la banque centrale n'intervient pas, qu'elle soit indépendante ou qu'elle soit pas indépendante, la seule chose qu'elle soit châtrée. Donc l'indépendance, c'est un critère secondaire de la pensée monétariste, alors que c'est un critère obsessionnel de la pensée ordo-libérale germanique. Et ces gens-là vont avoir une évolution à travers le siècle. Ils vont être pas épurés, mais leurs idées vont être rejetées après la guerre, et vont revenir en force dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'ils ont survécu, là je conseille à nos auditeurs un très bon petit bouquin d'ailleurs, collection Raison d'agir, qui s'appelle Les évangéliques du marché de Keith Dixon, qui voit comment ils ont survécu, à travers des fondations, en Allemagne, aux États-Unis. Il faut d'abord déjà savoir, en plus ils étaient déjà soutenus par des puissances financières. Le colloque Lippmann est payé par la Suisse, par les banques suisses déjà à l'époque.
Or, le tout étant, c'est qu'ils vont revenir dans les années 70 en disant, eh bien, vous voyez, il y a de l'inflation, et ils vont proposer à une classe économique qui a été épurée par les années du keynésianisme, qui est la classe rentière, ils vont lui dire, écoutez, le meilleur moyen de s'attaquer à la redistribution de richesse par l'inflation, car il faut savoir que l'inflation, quand elle est indexée, agit comme l'impôt, quand il est progressif, pour la redistribution de richesse. Quand elle est indexée, ce qui est le cas pour la France depuis la crise de Suez. Or, le tout étant, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'inflation est indexée, c'est-à-dire quand les salaires sont indexés sur l'inflation précisément, et quand les retraites et autres pensions sont indexées sur l'inflation, c'est le rentier qui la paye. Parce que lui, c'est son patrimoine son patrimoine est déprécié. Et donc ces gens-là, qui ont des intérêts de classe et qui ont une conscience de classe beaucoup plus puissante que n'importe quelle classe ouvrière, vont se dire à raison qu'il est grand temps de contre-attaquer. Ça se voit à travers un document qui fera Flores, qui est le rapport de la trilatérale de 1973, Crisis of Democracy, sur l'ingouvernementabilité des démocraties, qui met l'inflation comme l'ennemi, quasiment l'ennemi du genre humain, vu que c'est la disease of modern country, la maladie des pays modernes, et qui va créer une théorie qu'on appelle la théorie de la surcharge, c'est-à-dire les peuples sont mal élevés, mal éduqués, ils demandent toujours plus, et il est grand temps que ça s'arrête. Or, le tout étant, c'est que l'indépendance des banques centrales va être vendue comme la recette miracle pour s'attaquer à l'inflation. Je tiens à dire juste d'un point de vue doctrinal que cette explication, qui premièrement, je pense l'avoir démontré, est bidon. Totalement bidon. Quand on le voit le cas de la France, les grandes vagues d'inflation arrivent quand le phénomène progressif d'indépendance de la Banque de France a déjà commencé. Alors que pendant l'ère gaulienne, en moyenne, on est à 3,5% d'inflation, ce qui est tout à fait raisonnable. Et surtout, entendons-nous bien sur ce qu'est le mot inflation. Il y a énormément de contresens là-dessus. L'inflation, comme je vous l'ai dit, quand elle est indexée et maîtrisée, mais il faut arrêter de voir l'hyperinflation allemande à tous les coins de rue, les brouettes de billets, etc. Pendant les années 60, il n'y a pas eu de brouettes de billets en France, je vous rassure. Mais j'ai quasiment eu des hauts fonctionnaires, d'ailleurs, vous l'avez lu, qui m'ont... Je les écoutais, je me disais, ah bon, on prenait des brouettes pour aller payer la baguette à Paris en 62-63, ah bon. Je sais pas, j'avais pas de témoignage de ça. Il y a des gens qui vivent leurs souvenirs, enfin qui vivent leurs souvenirs, enfin qui imaginent leurs souvenirs puisqu'ils les ont vécus. Mais le tout étant, c'est l'inflation est un redistributeur social. Donc ça peut gêner des gens. Mais Keynes le disait, ou Keynes dont on fait un avocat de l'inflation, pas du tout. Keynes pense que l'inflation est un mal nécessaire parce que là où il y a croissance, il y a inflation. Et que, comme c'est un mal nécessaire, utilisons-le au mieux. Et comme disait Keynes, mieux vaut encore châtier ceux qui s'enrichissent en dormant. Bon, le grand principe du keynésianisme qu'on appelle l'euthanasie des rentiers, les rentiers ont contre-attaqué dans les années 70. Bon, le tout étant, c'est que l'indépendance de la Banque centrale a été vendue par ce groupe social-là, parce que derrière les idées et les théoriciens, il y a des groupes sociaux, il y a des mécaniques de pouvoir, ça c'est l'histoire des idées qui l'apprend, et il y a aussi des puissances. L'indépendance des banques centrales sert à la financiarisation parce que les banques centrales fortes, type Banque de France 1946 jusqu'aux années 70, représentaient des circuits financiers fermés, avec des droits de douane, un État, voilà. C'est un système cohérent en lui-même. Et quand on a voulu passer à la finance, il a fallu faire un autre système cohérent en lui-même. Et bien pour ça, mieux valait une banque centrale indépendante du pouvoir, qui n'ait plus des moyens d'intervention comme elles en ont eu à travers le circuit du Trésor. Au passage, indépendante du pouvoir de jure ou de facto, c'est-à-dire indépendante de droit ou indépendante de fait. La Banque d'Angleterre a toujours été indépendante, sauf pendant la période de nationalisation qui a été très courte, mais elle a été très obéissante.
très très obéissante. Voilà. On a une intervention. Oui, une question de Lissandro sur Internet qui demande, par rapport à ce qui se passe actuellement, d'après sa compréhension, il demande, ça voudrait dire que l'inflation n'augmente pas énormément depuis le début de la crise? Alors, la catégorie d'inflation, justement, on n'est plus face à de l'inflation de travail comme dans les années 60. Là, on est face à de l'inflation d'actifs. On est face à de l'inflation spéculative. Et celle-là d'ailleurs, on ne semble gêner personne. Que l'euro, monnaie spéculative s'il en est, parce que c'est une monnaie qui a été voulue par les secteurs de spéculation, cas unique dans l'histoire. On a créé une monnaie pour faire plaisir à certains milieux d'affaires. Je pense l'avoir démontré à travers le rôle de l'European Roundtable, à travers le rôle de certaines grandes banques. Bien. Si vous voulez, que le pain au chocolat qui a été, je crois, à 3 francs, 2 francs 50, soit aujourd'hui à 2 euros, évidemment, on ne fera pas, la praxis du travail et le sens de réalité des gens fait qu'on va pas on peut pas leur faire croire que les prix n'augmentent pas. Mais ça, c'est fait par de l'inflation d'actifs, ce qui est quelque chose de totalement différent d'une inflation de travail maîtrisée comme on l'a eu dans les années 60. Je vous donne un exemple très précis. Dans le prix de la flotte en Allemagne, dans le prix de l'eau, pardonnez-moi, en France, des études n'ont pas eu lieu, donc je vais pas inventer les chiffres. On estime qu'en Allemagne, 20 à 25% du prix de l'eau au litre est lié à la dette. Tout de même. Et ça, c'est de l'inflation d'actifs. Alors on a une petite question de Dersou Oussala qui remarque, donc on voit que l'inflation s'effondre à partir de 81. Et sa question, la question serait, cela serait-il dû à la nationalisation de la banque Rothschild par Mitterrand? Alors, attendez. Là, au risque de faire peut-être hurler certains de vos auditeurs, il faut voir ce qu'on appelle banque Rothschild, c'est une petite banque à l'époque. C'est une banque d'affaires encore. Elle deviendra une banque les banques totales n'existent pas en 81. Il faut attendre 84, la banque universelle, le bébé de Delors. Or, la banque Rothschild la banque Rothschild France. La banque Rothschild France est une petite banque et en réalité, si vous voulez, la baisse de l'inflation en 81, déjà qui est à vérifier. Moi, j'ai pas les chiffres dans la tête, mais à l'époque, si vous voulez, on a encaissé les deux chocs pétroliers et au début des années 80, il va quand même avoir une vague d'inflation assez forte. Et peut-être que dans l'année 1980, elle a peut-être baissé. Je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. Mais elle peut avoir des sources conjoncturelles, des sources temporaires. Il faudrait se remettre dans l'époque. Mais sur le long terme, on peut dire que l'inflation d'actifs, particulièrement depuis la naissance de l'euro depuis 99, est devenue quelque chose d'absolument faramineux. Je crois que sur les biens de consommation courante, ce qui est en plus est le plus déprimant pour les populations et le plus facile à nier en plus, parce qu'il suffit de changer l'inflation se mesurant par des paniers de biens, mais il suffit de changer les biens dans le panier. Voilà, vous aviez le bien steak, et bien vous prenez le bien poulet, et voilà, point. La viande blanche généralement coûtant moins cher que la viande rouge, etc. Voilà. Un panier d'inflation, c'est ce qu'il y a de plus facile à truquer, malheureusement. Alors, pour revenir donc sur ce que vous appelez le processus de 1973, vous expliquez qu'il y a eu, concernant donc ce processus, la méthode Monnet, qui est la méthode des petits pas. Exact. Alors, concernant cette méthode des petits pas, est-ce que vous pouvez identifier 2 ou 3 individus qui vous ont semblé avoir la plus grande influence? Alors, les hommes clés du réseau Monnet, les hommes clés français, parce que Monnet lui-même est, dès les années 20, une branche d'un réseau américain. Aujourd'hui. Puis il avait dit à Clémenceau qu'il n'était plus citoyen français, mais sujet de sa britannique. Mais après, bon, il sera conseiller de Roosevelt. C'est un citoyen du monde. Voilà, disons ça comme ça. Les hommes clés français,
vis-à-vis desquels Jean Monnet aura le plus d'influence. Premièrement, c'est l'homme clé de la commission dans les années 60, qui est Robert Marjolin, qui est son bras droit, qui est un intellectuel, un cérébral extrêmement brillant. Ce sera Giscard, qui fera partie qui entrera dans les réseaux Monnet en 65, mais qui connaît Monnet depuis l'immédiate après-guerre. Et ce sera Raymond Barre, également. Et ce sera mais là, c'est plus le fils spirituel, Jacques Delors. Ce sont des fils de Monnet, tous. Tous. Et Jacques Delors est le fils béni. Et après Jacques Delors, là on est à la deuxième génération de bébé Monnet. Il y aura le premier de la classe, Pascal Lamy, qui a de grandes espérances pour la France dans les prochains mois. Voilà, c'est tout sauf de la génération spontanée. Or, ces hommes-là premièrement, ont été formés à la méthode Monnet. La méthode Monnet, c'est très simple. Ce qu'on appelle théorie des petits pas ou théorie des petits pas ou théorie de l'engrenage. C'est un terme doctrinal, théorie de l'engrenage, c'est dans les écrits communautaires. C'est-à-dire, une action en entraîne logiquement une autre, tout doit paraître logique, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et une autre. C'est une métastase. C'est un cancer, si vous voulez. Et ce faisant, Monnet, je ne sais pas si il faut que nos auditeurs, à mon avis, le comprennent. Ce faisant, Monnet a inventé la méthode à tuer les États. C'est-à-dire ce que les théoriciens, les pères de l'anarchisme, du libéralisme, de l'anarcho-libéralisme, ce qui est le cas de penseurs ambigus comme certains individualistes ultra du 19e siècle, comme Stirner, ce que ces gens-là ne sont pas arrivés à penser, lui il l'a trouvé. L'État est en puissance pure, l'État doit se retourner contre lui-même. C'est le seul moyen de l'abattre. Et ça, c'est particulièrement brillant, c'est extrêmement bien pensé. Et c'est un fait en entraînant logiquement une autre. Prendre un exemple, tout bête. On a fait le marché commun. Le marché commun, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut passer de l'économie au monétaire, et donc au financier. Donc il faut ouvrir les marchés, nécessairement. Et ensuite, tant qu'à faire, vu qu'on a ouvert les marchés, on pourrait faire une unité monétaire commune. Et puis, soyons fous. Et si elle était unique ? Bon, derrière, vous avez des intérêts puissants qui, par exemple, c'est à une réunion de l'European Roundtable que le choix entre monnaie unique et monnaie commune a été fait. D'ailleurs, soufflé à Giscard par Renaud de la Jeunnière, d'ailleurs. Et il faut bien revenir sur la notion de l'euro, sur la nature de l'euro. L'euro est une monnaie... Alors, l'euro, à mes yeux, à titre d'analyste, l'euro n'est même pas une monnaie. L'euro est un étalon, c'est un étalon marque. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devait être le Deutsche Mark pour l'Europe, mais fondamentalement, techniquement, ça reste... Ce n'est pas une monnaie unique, c'était une monnaie encore nationale, mais qui devait devenir monnaie unique à terme. Je m'explique. Aujourd'hui, l'euro n'est plus monnaie unique. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 euros. Il y en a un pour l'Europe en dehors de Chypre, et il y en a un pour Chypre, qui ne peut pas sortir de Chypre, qui ne peut pas être échangé contre des monnaies étrangères, donc c'est une monnaie en soi, d'un pays qui est bloqué et qui est quasiment sous embargo financier. Deuxièmement, une monnaie unique ne s'emprunte pas à des taux différents. L'Espagne n'a plus le même taux que l'Allemagne, si mes souvenirs sont bons. Donc une monnaie unique, ça ne s'emprunte pas à des taux différents. Or, là, on voit la vraie nature de l'euro, c'est-à-dire c'est un étalon marque à laquelle s'accrochent des euros nationaux. Je sais que c'est extrêmement compliqué à comprendre. Et fondamentalement, là, il y a cette affaire qui vient de sortir, sur laquelle il faudra revenir peut-être dans les questions. Mais selon toute vraisemblance, jusqu'à présent, je dis là à l'instant T, le droit d'émettre de la monnaie qui est autorisé par le Conseil des gouverneurs de la BCE elle-même ne peut pas émettre de monnaie. Et qui est donné
aux banques centrales des pays, des pays ayant l'euro se fait contre-échange de devises. Autrement dit, se fait contre dollar. Là, je vous renvoie, à mon avis, l'un des meilleurs analystes de ces questions, qui est mon ami Norman Palma. Faut bien voir cette nature particulière qu'est l'euro. En réalité, avec l'euro, on fait la même erreur qu'avec le bloc or. On fait la même erreur que l'Argentine avec le peso dollar, c'est-à-dire qu'on s'accroche avec l'énergie du désespoir à la survivance du Reichsmark. L'Argentine qui avait finalement abandonné cette parité et qui en même quelques jours, hein, vous l'expliquez dans votre livre, parce que l'État trouve toujours des créanciers à se redresser. Elle a mis 3 jours. L'Argentine, j'avais interrogé pour la revue Perspective Libre, j'avais interrogé, d'ailleurs c'est devenu un ami, Roberto Lavagna. L'homme qui a sauvé l'Argentine, l'homme qui a dévalué. Et en réalité, il n'a jamais demandé à devenir un héros, ce type-là. Oui. Son Premier ministre s'est barré avec un hélicoptère et je crois vit en Colombie après une longue période en Floride. Bon, c'est les affaires de climat, il y a des gens qui aiment bien. Le tout étant, c'est que, si vous voulez, et on lui dit, t'es ministre du Travail, non t'es chef. Et tu peux plus prendre d'hélicoptère, il est parti avec le dernier. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Il dit, on va dévaluer. Mais l'Argentine était dans un état où la Grèce n'y est pas encore. Hein. Vous imaginez pas ce qu'était l'Argentine de ces années-là, où les gens cherchaient dans les poubelles, c'est les émeutes de la faim, une catastrophe. Tout ça parce qu'il fallait le peso dollar. Et en réalité, cet homme courageux, qui n'est pas du tout même pas un chavéziste ou quoi que ce soit, c'est un bon libéral centriste latino-américain. Hein. C'est pas du tout... Je n'aime pas traiter les chavézistes d'excités parce que pour moi, ce n'en sont pas. Mais c'est pas un radical. C'est un mec honnête qui s'est trouvé devant une situation extraordinaire. Et qui a réagi en homme d'État. Et qui a été menacé par l'ensemble de la finance internationale. Pour un pays comme l'Argentine, qui est quand même pas un cœur financier fondamental. Et qui a été menacé principalement par des Européens. Il faut quand même le savoir. Encore plus que par des Américains. Il a dit, je dévalue. Mais qui a été menacé, qui a même été fait menacer physiquement. Faut voir jusqu'où ça peut aller. Et il a dévalué. Et il avait fait un plan financier, il avait dit, si on revient sur les marchés, on va mettre 6 mois pour trouver. On mettra 6 mois pour trouver. 3 jours. Pourquoi? Parce que la dette d'État, c'est bon. Parce que la dette d'État, c'est le meilleur placement. Parce que les financiers n'ont pas de mémoire et que un État, il fera défaut, oui, mais combien de fois dans son histoire? La France, depuis 1789, elle a fait défaut combien de fois? Une fois. C'est rentable. Voilà. Je vais redonner les questions à la salle. Merci. Alors, il y a Dersou qui demande, l'euro est-il une erreur ou une stratégie de l'effondrement pour le rachat? Et avant que vous répondiez, ça me fait penser donc à 2 citations. La première de Attali qui disait on le savait quand on a créé l'euro, on le savait que sans les eurobonds, sans un fédéralisme budgétaire, l'euro allait s'effondrer. Et ça me fait penser surtout très récemment à Warren Buffett qui s'est invité dans la campagne électorale allemande et qui a dit l'Allemagne a le choix, soit mettre en place les eurobonds, soit sortir de l'euro. Alors, justement, et on peut d'ailleurs voir que Soros a dit la même chose il n'y a pas très longtemps. C'est Soros, parce que je me disais que j'avais pas vu Warren Buffett, donc c'était bien Soros. Alors, il faut bien comprendre il faut bien comprendre une chose. L'euro a été voulu pour différentes raisons. Il a été voulu par l'Allemagne parce que pour les Allemands, ça allait leur servir à mettre en rareté monétaire les pays du Sud et surtout, et ça on a maintenant le professeur Vesperini a commis un ouvrage, très, très bon économiste après, a fait un ouvrage il n'y a pas longtemps sur l'euro où il démontre bien que pour les économistes allemands, la rareté monétaire allait attirer des jeunes de pays du Sud pour venir travailler à pas cher en Allemagne, donc c'était un nouveau STO gratos. Voilà, pour une Allemagne, on y est déjà. Pour une Allemagne qui n'arrive plus à faire d'enfants, on va aller piquer ceux des autres, pourquoi pas. Et ça allait permettre à l'Allemagne d'avoir enfin cette prédominance qui par 2 fois lui a été injustement refusée au XXe siècle. Je vous cite le Grünen Joschka Fischer, c'est-à-dire l'homme de l'extrême gauche allemande. Je ne vous demande pas ce que pense l'extrême droite allemande.
vu que les deux fois où on leur a refusé le lead, c'était 1914 et 1940. Faut bien comprendre. Sauf que cette fois, ils ont la bénédiction des Américains. J'y viens. Pour les Américains, il faut diviser en deux plans. Pour l'État américain, l'euro, bon, ils avaient déjà donné, c'est les accords de Neyborg, au Deutsche Mark, la souveraineté monétaire quasiment sur l'Europe. C'est-à-dire la monnaie de référence, c'est le Deutsche Mark pour l'Europe, comme la monnaie pour le sud-est asiatique, ça devait être le yen. Bon, la zone yen a été un échec, ce qui d'ailleurs a plongé le Japon dans ce qu'on appelle la décennie perdue. Bon, or, c'est l'une des causes. Il y a tas de causes pour la récession japonaise, mais c'est pas le sujet. Mais il y a entre autres cette cause-là. Or, le tout étant, c'est que pour les Américains, État américain, j'entends bien, bon, bah, on va fédéraliser sous dominion allemand, et de toute façon, comme le dit très bien d'ailleurs François Asselineau, ça va être la théorie des chaînes. Bon, bah, c'est comme vous avez deux sales gamins qui se battent, qu'est-ce que vous faites? Vous les attachez ensemble, et comme ça, ils bougent plus. Bon, terminé. Et particulièrement la France, parce que la France est puissance mondiale, puissance pacifique, puissance écoutée, et ben au moins la France, elle va être prisonnière en Europe, attachée à la ligne bleue du Rhin, et ben ça nous fait toujours un ennemi en moins. Fort bien. Ça, c'est une obsession américaine depuis les années 20, hein, la fédéralisation de l'Europe. Hein. Ils font passer des plans de fédéralisation dès les années 20 par la SDN, et par qui? Par Jean Monnet, déjà. Bon, il y a des hommes qui sont prédestinés, bon, fort bien, mais le tout étant, pour les banques américaines, l'euro, c'est quoi? L'euro, premièrement, c'est une très belle création, et particulièrement techniquement de Goldman Sachs. Et deuxièmement, c'est un moyen de forcer l'ouverture bancaire des marchés européens, parce que avant, comme me l'a d'ailleurs dit dans l'ouvrage un jeune cadre promet un très bel avenir dans une très grande banque française, avant, les décisions à Paris se réglaient entre le Crédit Agricole, la BNP et la Société Générale, ou une autre, ça dépendait du type, de l'expertise nécessaire, etc. Mais maintenant, c'est HSBC, c'est les Américains, etc. Bien. Donc l'euro a servi à ouvrir, ça a été l'ouvre-boîte du marché bancaire européen. Bon, premier marché de consommation mondiale tout de même. C'est quasiment plus un continent de production, mais ça reste un continent de consommation. Donc mieux vaut y être que de ne pas y être. Pour l'élite française, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, eh bien c'était le destin de la France, un strapontin à la Bundesbank. Voilà. Le destin de la France devait être un strapontin à la Bundesbank. Ça permettait enfin de se débarrasser de ces legs d'indépendance, de souveraineté qui faisaient peser une responsabilité dont elle ne voulait plus vis-à-vis d'un peuple que d'ailleurs l'élite française aime de moins en moins à la dite élite. Comme ça, bon, ils pouvaient vaquer à leurs occupations et être enfin délestés de ce poids historique d'un pays qui, de toute façon, n'a jamais été à la hauteur de désespérance révolutionnaire, de tas de choses, qui est infiniment moins discipliné que les Allemands, qui n'a plus la puissance, etc. Enfin bon, ceux qui voudront avoir les commentaires les plus terribles liront l'ouvrage qui a été, de ce point de vue-là, très dur à lire, très dur à écrire, parce que ça a été très dur à encaisser de la part d'hommes qui ont eu l'honneur de servir l'État français au niveau. Et si vous voulez, pour les Américains, on fédéralise les pays européens. Pour les banques, eh bien, ça nous fait une monnaie pour les banques américaines, ça nous permet d'entrer d'entrer sur le marché européen. Pour l'European Roundtable, ça nous fait une zone économique unique sur laquelle on peut jouer sur les salaires, puis boum. Pour les banques européennes, ça a été plutôt l'avantage, ça a été la diversification et pouvoir s'implanter dans des pays de l'Est, pays machin, etc. Bon, l'euro, elles y ont pas cru tout de suite. Hein. En tout cas, certaines, et particulièrement, je crois, la Société Générale, n'y a pas cru tout de suite, mais elles y ont trouvé leur compte à la fin. Mm-hmm. Voilà, grosso modo, les différentes raisons et qui ont présidé à mon avis, la plus importante, c'est la fédéralisation toujours plus forte, parce que c'est ce que veut l'élite française, c'est ce que veut l'élite allemande, mais elle, pour le profit de l'Allemagne, et c'est ce que veulent les maîtres américains. Parce qu'aujourd'hui... Ce que vous appelez le quatrième Reich. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Vous reprenez des titres de la presse, bien sûr, grecque. Bien sûr. Et puis même des auteurs allemands. Je suis désolé, quand quelqu'un comme Joschka Fischer, qui est quand même un Grünen, théoriquement lui est d'extrême gauche, vous dit
cette influence bienveillante qu'on nous a injustement refusée par 2 fois au XXe siècle, et il fait ça dans un discours officiel, c'est pas un propos de fin de soirée trop arrosé au schnapps. Bon, et lui, il est d'extrême gauche. Bon, je veux pas savoir ce que pense l'extrême droite allemande. J'ai pas envie. Pardonnez-moi, parce que ça veut dire que en 14 c'est injuste, et qu'en 40 c'est injuste. Bon, pour nous qui avons payé d'1 million de 300 000 Français tués pendant la guerre de 14, plus la destruction des guerres de 40, et maintenant la honte qu'on fait peser à la France, je suis désolé, ou alors c'est un coup d'humour, mais c'est un coup d'humour que je trouve extrêmement douteux. Mhm. Voilà. Alors, juste avant de redonner les questions à Internet, du coup, l'ouverture de ce marché de la dette fait qu'il y a des investisseurs étrangers qui acquièrent notre dette. Et là, en annexe, vous dites notamment que les États-Unis possèdent environ 202 milliards d'euros, l'Angleterre 227. Au passage, je me sers de sources officielles, mais les sources réelles, enfin les chiffres réels ne peuvent pas, à mon sens, être calculés parce que dès qu'une dette part au marché secondaire, oui. C'est-à-dire dès qu'elle est revendue, et puis, on n'en a plus de trace. La titrisation, etc., on perd toute trace. Mais quel est... Là, alors, je vous parle vraiment au marché d'émission, quoi. Voilà. Alors, quel est concrètement l'enjeu de cette internationalisation de la dette et quel en est le danger ? Premièrement, ça a été de déposséder, parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Nous avions démocratisé la dette publique. C'est-à-dire la dette publique était... On faisait des appels au peuple pour le financement et ça faisait débat de laine pour la classe moyenne et ouvrière. C'est-à-dire que c'est pour ça que la dette publique en elle-même n'est pas un problème. Qu'un État soit endetté, ce n'est pas grave. Il faut se mettre ça dans la tête. La question, c'est le budget de l'État n'est pas un budget de ménage. Et ils ont justement voulu transformer l'État en emprunteur comme n'importe lequel des citoyens. Bien sûr. Ouais. Alors pour ce mythe qu'il fallait redonner à Paris sa place financière qu'elle aurait eue dans les années 1913-1914, la puissance de la France a rarement été financière dans son histoire. Ce n'est pas, même si on forme des élites super matheuses, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très représenté dans les salles de marché, parce qu'on forme de très bons matheux, la France a toujours été relativement mal à l'aise avec le fait de finance. Bon, mère des arts, des lettres et des lois. C'est comme ça. Mais si vous voulez, il y a 2 enjeux majeurs. Premièrement, d'une dette interne et d'une dette qui participait à la démocratisation économique, parce que ça a été, nos grands-parents avaient dans leur bas de laine des bons du Trésor, des bons EDF, des bons machins, des bons ce que vous voulez. Bon. Premièrement, c'est un nouveau type de contrat entre le peuple et le souverain, parce que le peuple participe au développement économique. Donc déjà, d'un point de vue symbolique, ça me plaît beaucoup plus que de devoir payer pour des fonds d'assurance vie de tel ou tel pays anglo-saxon. Bon, fort bien. Mais, si vous voulez, premièrement, c'est un marché international de la rente. Deuxièmement, les taux se font toujours. Ça, c'est l'inverse des bons planchers, par exemple, de la procédure de bons planchers. Les taux se font toujours à la volonté du marché. Et c'est là où on voit que l'appel au marché dans les années 60, qui était résiduel, se faisait aux conditions de l'État, et donc c'est l'État qui écrivait la musique. Aujourd'hui, c'est l'État qu'on fait chanter. Bon, c'est quelque chose de différent. Le rapport de force s'est inversé. Et aussi, il y a un marché entre puissances. C'est tu me tiens, je te tiens. Donc, le cas typique, c'est Chine-États-Unis. Bon. C'est Chine-États-Unis, en sachant que c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne croit, parce que les États-Unis sont très endettés par rapport à la Chine. Qui est leur premier partenaire commercial ? Ça reste les Américains. Donc, si vous voulez, c'est le principe, quand vous devez 1000 euros à la banque, vous avez un problème. Quand vous devez 100 milliards à la banque a un problème. Voilà. Mais le tout étant, c'est que aujourd'hui, fondamentalement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un marché international de la rente s'est fait sur les dettes d'État. Et moi, ces gens-là, je les trouve infiniment plus dangereux que les dettes que les autres États pourraient utiliser contre nous. Là, c'est une inclinaison personnelle et tout à fait critiquable. Je pense les États plus raisonnables que les puissances privées. Voilà. Alors,
Une des dernières questions, donc Lissandro, qui comme moi, n'a pas, c'est une personne du cercle des volontaires. On a tous des niveaux économiques assez disparates. Donc, si on peut répondre de manière relativement pédagogique, il pose la question suivante. Pour revenir à la loi de 1973, il ne nous reste plus beaucoup de temps, hélas. Donc, depuis cette loi, la France ne peut-elle donc plus emprunter d'argent à la Banque de France au profit des banques privées, ou existe-t-il des conditions? Alors, ça dépend de la période. On a pu le faire dans la limite des 20 milliards jusqu'à Maastricht, quand le fonds de 20 milliards a été disponible, parce qu'il a été grevé certaines années par des fonds d'indemnisation. Parfois les avances ont disparu, c'est le cas en 1983 par exemple. Mais c'est-à-dire que cet argent était utilisé pour l'économie française, donc non, il a été utilisé dans des caisses qui devaient éponger les dévaluations, les 3 dévaluations successives de l'arrivée du pouvoir socialiste. Donc là, malheureusement, pour l'économie française, c'est une perte. Mais il faut que vous compreniez une chose. À partir de Maastricht, on peut plus. On peut plus ni acheter, on peut même plus acheter sur le marché secondaire. D'ailleurs, c'est l'article 104. C'est l'article 104. C'est pour ça que Maastricht radicalise lourdement le phénomène. Mais ce n'est pas Maastricht qui crée le système. Parce qu'entre-temps, il a fallu aménager ce marché de la dette. Il a fallu que les banques soient suffisamment puissantes. Il a fallu que les banques aient le droit de tout faire avec la dette. Donc il a fallu désegmenter les marchés. Ça, c'est toute la libéralisation des années 80, que j'explique dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'il faut prendre ça comme un bloc qui court sur une vingtaine d'années. Et le tout étant, c'est que Maastricht radicalise le phénomène. C'est pour ça que depuis Maastricht, nous avons à peu près contracté 1150 milliards de dettes à peu de choses près. On n'est plus à ça près. On est à 4 milliards par semaine et 180 millions jour. Ça va. Le tout étant, c'est que c'est à partir de Maastricht, là on ne peut plus. Et avec Lisbonne, il y a un flou sur le marché secondaire dans le traité. Un flou juridique dont se sert la Banque Centrale Européenne pour faire ce qu'on appelle du crédit easing, pas encore de création monétaire. Du crédit easing, c'est-à-dire de faciliter la création monétaire par les banques privées. C'est comme par exemple en janvier de l'année dernière où la BCE avait prêté notamment 500 milliards d'euros aux banques privées. C'est du crédit easing. Voilà. Le problème, c'est que le crédit easing se fait à crédit. C'est pas de la vraie monétisation, c'est pas de la monnaie banque centrale. Donc un jour ou l'autre, ça se paiera. Enfin, c'est vous qui le paierez. Donc ça se paiera. Si on reste dans ce système-là, j'entends. Alors justement, concernant la sortie de ce système, est-ce que dans le cadre de l'Union européenne, il y a des réformes assez rapides que l'on pourrait mettre en place? Et je pense notamment au bon plancher. Est-ce que l'État français pourrait se remettre à imposer des taux aux banques sur un marché alors ça, vis-à-vis de la BCE, je ne suis pas certain que ce soit possible. Parce que en réalité, l'émission monétaire est autorisée par le Conseil des gouverneurs. Donc, si vous voulez, la Banque de France, dans ce type de pouvoir, de pouvoir faire ce type de produits comme les bons planchers, je suis intimement persuadé que ce ne serait pas possible dans le cadre actuel. Intimement persuadé. Parce que la possibilité que nous ayons de pouvoir faire la possibilité que nous avons de pouvoir orienter l'épargne, de pouvoir toucher aux produits de Banque de France, de pouvoir... Vous savez, la seule chose qu'on peut réellement faire, c'est rendre les OAT un peu plus sexy, quoi. Comme on l'a fait dans les années 80 en créant de nouveaux produits dérivés de dette pour faciliter l'investissement. Je crois que c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Donc quand on a des partis politiques qui vont dénoncer la loi de 1973 sans remettre en cause le traité de Lisbonne, l'article 123, finalement ils s'attaquent à des conséquences. Parce que la loi de 73 d'un point de vue juridique, elle n'existe plus. Elle a été incorporée au dispositif européen. Bon, aujourd'hui, c'est la BCE qu'il faut attaquer. Or, je comprends que les partis politiques aient voulu s'emparer parce qu'ils ne savent pas comment prendre la création monétaire. Ils ne savent pas comment le prendre, donc ils ont pris ça comme ils auraient pu. Et ils ont eu raison d'un côté de le prendre. Mais il faut être cohérent
peut tenter, parce que à titre de technicien, je dois le reconnaître, il y a des possibilités de faire évoluer l'Europe en théorie. En pratique, je ne mettrai pas les parties vitales de mon anatomie là-dessus, ça c'est clair. Je pense malheureusement ou heureusement d'ailleurs, moi pour ma part je ne le pleurerai pas, que l'euro est un obstacle à toute, à tout, à tout retour d'une économie de développement, c'est-à-dire d'une économie pour la France, statocentrée et industrielle. Je pense que l'euro et l'ensemble du système européen est un obstacle, euh, est un obstacle absolu, tel qu'il est. Voilà. Et quelles sont donc les perspectives pour la France? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, sortir de l'Union européenne et aller vers une monnaie, je veux dire, avec d'autres pays qui pourraient sortir aussi de la zone euro De toute façon, si la France sort, la zone est morte. Si la France sort, la zone est morte. Mm. On est deuxième contributeur net obligé de l'Union. Non, la seule chose, c'est que est-ce qu'il faudra faire une monnaie commune? La monnaie commune, ça a aussi des conditions. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et fondamentalement, est-ce qu'il ne faut pas accepter la liberté monétaire pour tous? Est-ce que depuis qu'il n'y ait plus d'étalons or, cette liberté monétaire est possible? Ça, c'est le grand problème. Pas seulement de l'étalon or en soi, mais du SMI, du système monétaire international. Il faudra à un moment ou à un autre revenir à un type de SMI, mais pas nécessairement par l'étalon or. Il y a d'autres types d'étalons qui peuvent être développés, mais ça, c'est l'étape d'après, pour que les États puissent jouir d'une vraie liberté monétaire, parce que même l'euro mort, il restera des problèmes de finances internationales, et entre autres le règne du dollar restera un problème. D'ailleurs, il y avait l'histoire des DTS du FMI qui n'ont jamais vraiment été utilisés. Il y a certains complotistes qui disaient que Strauss-Kahn devait mettre ça en place et qu'il n'a pas pu. Mais bon, je crains que les penchants du personnage lui aient coûté beaucoup plus cher que les DTS. Donc on va terminer avec une dernière question qui va nous permettre d'ouvrir largement au-delà de l'économie, même si on n'a pas parlé que d'économie. Donc Dersou dit j'aimerais retourner la chaussette de la pensée, plutôt que de penser depuis le virtuel, la loi et la monnaie, vers le réel, urbanisation, industrialisation. On pourrait faire le contraire. Vers où nous emmène le récent progrès technique? J'ai comme l'impression qu'il est prévu de faire disparaître le travail manuel, impression 3D, automatisation, robotique. Le peuple pourrait-il devenir inutile? Alors, d'un point de vue politique, malheureusement, le peuple l'est en partie déjà. Comme le disait un philosophe autorisé, nous vivons, je cite, parce que la phrase est jolie, elle est terrible mais jolie, la fin de l'évidence démocratique. Ça nous fait plaisir de le savoir. Mais le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle grappe d'évolution, pour parler de manière schumpeterienne. De toutes les façons, la finance, il faut que vous le compreniez, a été choisie comme fuite en avant à la fin des années 70, parce qu'il y avait des problèmes d'obsolescence programmée, des problèmes de progrès technique et de digestion du progrès technique, et des problèmes surtout de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sur la voie du progrès social? C'était la thèse du général de Gaulle avec la participation, ou est-ce qu'on croit à la théorie de la surcharge et est-ce qu'on châtre les populations économiquement? Mais les problèmes d'obsolescence programmée, les problèmes de la société de consommation, nous avons préféré les ignorer en mondialisant le marché, donc en mettant fin au contrôle des capitaux, en facilitant les délocalisations. Nous avons préféré mondialiser le marché plutôt que d'affronter les limites du capitalisme. Ces limites, elles seront devant nous, et l'une de ces limites, c'est comment gérer le progrès technique. Et si nous sommes, ce qui n'est pas dit, si nous sommes à l'aube, au commencement d'une nouvelle grappe d'évolution technique, de toutes les manières, nous devrons gérer, mais pour nous Français, parce que je crois aux identités économiques, il y a des peuples qui vivent différemment des autres, pour nous Français, ça se fera nécessairement par un État qui aura été auquel on aura restitué ses droits. Alors L.J. Bauer, on va en rester là. L.J. Bauer nous fait une réflexion corollaire.
Ne serait-ce pas intéressant de pouvoir recentrer la population vers d'autres occupations que le travail manuel? La technologie n'est pas notre ennemi. Il est utilisé pour un gain financier actuellement, mais il ne s'agit pas de son but premier. À nous de lui donner un but plus moral. Alors, je suis d'accord, entièrement d'accord sur un point, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vers la technologie que va l'intelligence, mais vers la technique. La finance est une technique, c'est pas une technologie, et ce n'est pas non plus, si vous voulez, il y a une grande croyance libérale qui veut que une heure de travail, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou dans la finance, l'heure de travail se vaut, quel que soit, se vaut du moment qu'elle est sous le soleil, quoi, n'importe où sous le soleil. C'est faux. Vis-à-vis de la collectivité, c'est faux. C'est un mythe qu'à la vie dure. Or, le tout étant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous allons en effet, et c'est pour ça que je m'intéresse tellement aux banques centrales, parce que nous allons affronter de grandes questions de société, nous allons affronter tout ce qui est gestion du quatrième âge, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire de nos parents, pour nous occuper de nos parents. Moi je ne suis pas italien, donc je ne veux pas l'euthanasie de masse. Qu'est-ce que nous allons faire pour, dans un monde qui s'arme, maintenir une défense du territoire, et qu'est-ce que nous allons faire surtout pour la transition stratégique et énergétique de nos territoires, parce que nous allons vivre les terres rares, les métaux rares, il y a différents types d'énergie ou types de matériaux qui vont nous manquer dans l'avenir. L'eau potable, il y a aussi ça. Comment nous allons pouvoir faire cette transition, que certains appellent écologique, que d'autres appellent énergétique, que moi je préfère appeler stratégique, et comment nous allons la financer. En tout cas, j'espère on la financera pas à crédit. Ok, très bien. Pierre-Yves Rougeron, je vous remercie pour vos explications. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Je remercie Raphaël qui était là pour la technique pour faire la diffusion, ainsi que les internautes qui nous ont suivis. Et aussi Lior Chamla et Magali Pernin pour leurs travaux. Ils ont fait une critique de votre livre qui m'a aidé à mieux comprendre le sujet, ainsi que Adrien Bozit pour son article paru sur ce Scriptoblog. Pierre-Yves, je vous remercie. Merci à bientôt. À vous.